Alors bonjour, je vous retrouve donc pour Demain Lab. Je suis Stéphanie Rivier. Je suis passionnée par l'être humain et ça m'a amené à réfléchir si je pouvais changer notre demain, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors c'est grâce à Demain Lab que j'ai décidé de donner la parole à des gens ayant la même préoccupation que moi pour passer de la réflexion à l'action. Et pour moi, c'est demain qu'on construit aujourd'hui. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Donc, j'ai l'honneur, vraiment, merci beaucoup Valérie Florimond de venir avec moi et d'échanger là-dessus. Valérie, moi, je te définis comme un ingénieur atypique. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition-là? Alors d'abord, bonjour Stéphanie, puis merci de m'inviter. Je suis très honoré de cette invitation parce que tu en as déjà fait beaucoup. Alors, de faire partie de cette équipe, merci beaucoup. Puis je trouve très drôle ta définition, elle est très vraie parce que j'ai toujours dit à tout le monde et les gens ne comprenaient pas bien que je ne suis pas un vrai ingénieur. Et en fait, je ne reniais pas cette belle profession d'ingénieur, mais je me suis toujours senti un peu différent dans les attraits, on va dire, de la profession, où c'est souvent des gens, c'est tous des gens très créatifs, très intelligents, et qui aiment, excusez du terme, gosser avec les choses, puis très techno, puis aller dans le détail. Et puis moi, je suis pas tellement attiré par ça. Ce qui m'a attiré dans cette profession, c'est ce qu'on pouvait en faire. C'est que c'est un outil extraordinaire pour atteindre un objectif, pour créer quelque chose. Mais ce n'est pas tellement dans le chemin d'aller chercher des petites choses et puis les bricoler. Tout ça, je ne suis pas un bricoleur. Même quand je fais un projet, je ne saute pas tout de suite dans le technique. Alors qu'il y en a, ils sont tellement passionnés de ça qu'ils vont aller regarder ça et tout ça. Moi, c'est quand je suis rendu à avoir bien défini mon besoin, c'est là que je vais rentrer dans le technique. Donc il y a ce décalage-là, puis c'est ça. Mais ça m'a permis de faire un chemin dans cette profession assez intéressant, je pense. Rencontrer plein de gens et puis d'avoir développé des aptitudes aussi, on va dire, différentes, on va dire. Et puis voilà. Ben oui, parce que effectivement, tu es quand même dans un domaine assez porteur. En tout cas, tu étais, puisque maintenant tu as d'autres projets, puis tu nous en partageras. Tu étais quand même dans un domaine assez porteur avec ton ancienne entreprise. Oui, j'étais dans le développement des batteries au lithium pour les transports électriques, donc les bus. Lithium-ion, c'est la petite sœur du lithium-ion. Donc, en fait la prochaine génération après lithium-ion, c'est toute la batterie tout solide. Donc, on appelle ça lithium métal polymère. Donc, on est à l'avant-garde et puis ça se fait au Québec en partenariat avec la France. Puis là, on a un gros client qui est Daimler Mercedes qui nous a choisi, donc qui nous a donné sa confiance. Fait que c'était très excitant. Donc, j'ai participé à ça dernièrement. Et maintenant que les batteries sont dans les bus, j'aurais fait ciao, bye, j'ai un autre projet. Et c'est ça. Alors, Valérie, justement, avant que tu nous partages, moi, j'aimerais ça, puis c'est pour que tu répondes à ma fameuse question, comment peut-on rêver demain? Toi qui es dans un domaine très porteur, un ingénieur atypique, comment je pourrais reparler et tout ça. Donc, si tu avais à répondre à ma question, tu répondrais quoi? La première chose, c'est de ne pas se mettre d'obstacles. Dans la phase du rêve, et souvent les gens ils prennent ça comme quelque chose d'un peu péjoratif ou trop intime, où ils se disent non, on va pas, par exemple professionnellement, parce qu'ils se disent ouais, mais il y a plein de problèmes, il faut des sous, et tout ça. Donc ils vont tout de suite se mettre les problèmes devant les yeux. Alors qu'au moment de rêver, c'est exactement le contraire. Il faut se dire qu'il faut partir du fait que tout est possible. Okay. Et puis se lancer et laisser sa créativité aller. Puis après, ce qui est important par contre pour bien balancer, c'est qu'il faut lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire qu'il faut rêver mais lâcher prise. C'est un peu cette balance-là. Il ne faut pas être déçu de ne pas arriver là parce qu'en fait, si on lâche prise, on va être encore plus ouvert au domaine du possible. Et finalement, on va même aller au-delà de son rêve sur certains aspects, parce que par son rêve, on va cheminer, et puis on va rencontrer d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé, et qui vont devenir des nouvelles opportunités. Et puis finalement, on va avancer comme ça, et finalement, on va avancer sur quelque chose qui se rapproche pas mal de notre rêve. On n'aurait jamais pensé possible. Mais ça va être un peu différent. Donc, c'est sûr que si on rêve de quelque chose, puis on veut absolument ça, on ne va pas y arriver. Parce que
parce qu'il y aura des obstacles et parce qu'on n'aura pas à penser à tout. Donc, pour moi, c'est cette balance au départ, c'est se mettre dans cet état d'esprit de ne pas se limiter dans ce qu'on veut penser, dans ce qu'on veut rêver, mais ne pas s'attacher aux résultats. C'est intéressant. Comment tu fais pour ne pas dire ah c'est pas possible, oh ça marchera jamais, oh ça arrivera jamais, oh on n'a pas assez d'argent ou ça sera. Tu sais, il y a plein d'obstacles effectivement de freins. Ouais. Comment tu te mets dans on va dire ce champ des possibles et essayer d'atténuer ton monologue intérieur? Ouais. Alors c'est ça, c'est tout à fait un monologue intérieur qui est naturel. Donc c'est normal de faire ça. Donc ça on peut pas l'empêcher. Mais il faut juste l'accueillir avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, c'est normal, tu te protèges. Et puis, moi, je suis un passionné de neurosciences. Puis derrière, il y a un naturel qui vient de notre nature profonde. C'est un peu notre cerveau protecteur. Moi, j'appelle souvent notre chien, fidèle chien de garde, qui aboie, mais il aboie un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a le facteur qui passe, il va aboyer, mais le facteur, c'est pas grave. Mais lui, son intention, c'est une belle intention qui est de te protéger. Donc, il faut l'entendre, dire oui, OK, mais on met ça de côté, puis on continue. Donc, on ne s'arrête pas à ces choses-là. C'est juste un message de notre cerveau qui nous dit attention, tu vas rencontrer des problèmes et puis protège-toi. Mais dans le rêve, il faut juste se dire OK, ça, on verra ça rendu là. Comme ça, on regardera quand on va traverser le pont, on va s'arranger. Et puis, on se rend compte souvent que la plupart des craintes qu'on a, elles n'existent pas. Et elles n'arrivent pas. Et qu'en fait, il y a d'autres problèmes qui arrivent qu'on n'avait pas anticipés. Mais heureusement qu'on ne les a pas anticipés parce qu'on n'aurait jamais avancé. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder un grain de sel par rapport aux peurs qu'on a et tout ça, parce que finalement, ce n'est pas l'histoire qui va se passer après. Donc, c'est pour ça qu'au moment de rêver, on s'en fout. Excusez-moi. Go, allez-y. C'est comme la petite voix à côté qui est là, mais on l'écoute, mais on n'en prend pas tant compte que ça. Ce que j'entends, c'est que se laisser du temps d'écouter ce rêve, de prendre du temps de réfléchir, puis en même temps de prendre du temps aussi d'écouter tes freins, parce que les recherches disent qu'à peu près 8 peurs sur 10 sont irréelles, on va dire. Voilà, donc, d'écouter ces freins, parce qu'ils sont logiques, puis ils sont là, c'est juste de les mettre de côté, mais ça prend du temps aussi, non? Oui. Oui, la notion de temps, c'est important. Oui. C'est comme un rêve, ça se cuisine au crackpot, ça se cuisine pas à barbecue. J'aime ça ton image, oui, effectivement. Mais ce qui me brûle vraiment d'impatience, c'est que tu nous parles, ton projet en ce moment, là, tu l'as rêvé, je veux dire, OK, tu as rêvé professionnellement plein de choses, puis là, tu as quand même un projet particulier, assez, on va dire, atypique aussi, que tu vas réaliser prochainement, là. Oui, alors ce projet, déjà, il a beaucoup de sphères. C'est un projet très, très personnel, très familial, mais c'est un projet finalement de développement personnel, de développement de leadership, d'éducation pour mes enfants. Il y a plein de sphères là-dessus. Et c'est quoi? En fait, là, on part mardi. On part pour 2 ans à vélo avec nos 2 filles, donc ma conjointe et moi et nos 2 filles qui ont 8 et 10 ans. Et on va parcourir le monde à vélo juste avec une tente et puis les vélos et c'est tout. Et on n'a plus de maison. Donc voilà, et puis on n'a pas de travail. Et puis on part, et puis on sait très bien qu'il y a la Covid, et puis pour l'instant, on va tourner en rond au Québec. Mais c'est ça. Puis après, on veut peut-être aller vers l'Ouest canadien, puis après l'Asie. Et donc voilà, et ce qu'on aime là-dedans, c'est justement que, bon, déjà, comme tu dis, on l'a rêvé, ça fait 5 ans. C'est pas un rêve d'il y a 2 mois. Non, c'est ça. Donc, après 5 ans, c'est long. On peut, oui, mais dans notre cas, en fait, il y avait un contexte que ça prenne autant de temps. C'est en fait parce qu'on n'a pas 2 enfants, on en a 4. Et donc, les 2 sont grands, et puis il fallait attendre qu'ils soient suffisamment grands pour être autonomes. Et donc, c'est pour ça qu'on a attendu un peu. Mais on va dire que c'est un projet de 3 ans, de développement de 3 ans. Donc, on l'a préparé, on l'a maturé, et puis on n'a pas... alors, c'est sûr que quand on pense à ça tout de suite, il y a plein de questions. Ouais, mais l'éducation des enfants, et puis c'est dangereux, et puis il y a la route, il y a les camions, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez dormir, etc. Oui.
Mais si on commence par ça, on n'y va pas. Puis il y a aussi le fait que, évidemment, on est très occupé dans notre quotidien. Donc, 4 enfants, puis bon, ben, j'avais des grosses responsabilités. Ma conjointe aussi, elle avait une classe, elle est prof. Donc, on peut facilement se faire avaler par notre quotidien, qui fait qu'on n'a jamais le temps d'y penser, puis qu'on a l'impression qu'il faut penser à tout. Alors qu'en fait, il faut, comme tu dis, lui laisser le temps de mûrir et puis se mettre en mouvement tout de suite. OK, Mais par j'aime des ça. Donc, choses il y a simples. l'action tout de suite, finalement. Oui, il y a l'action tout de suite, mais en petit. C'est la méthode Kaizen, Ouais. où en fait, on commence quelque chose qui va en direction du rêve, mais puis on commence à explorer, puis on voit. Puis, donc, par exemple, nous, donc on était des gens de plein air, mais on n'était pas du tout des gens de vélo et encore moins de cyclotourisme. Donc, la première chose qu'on a faite, c'était justement il y a 5 ans. On s'est dit, on va déjà essayer ça. Est-ce que ça nous plaît? Parce que c'est bien beau de rêver, mais si on n'aime pas ça. Et puis ça tombait bien parce on est juste en face des îles de Boucherville à Montréal. Et puis c'était l'année où ils ont commencé les campings à Boucherville. Et qu'on a fait, bah, on va aller camper là, puis faire du vélo là, parce qu'il y a des belles pistes. Donc on a pris le matériel qu'on avait, les vélos qu'on avait. Moi j'avais un vieux vélo Canadian Tire. J'avais même mon fils qui a 20 ans maintenant, j'ai tiré là quand il était petit, fait que c'est un vieux truc. Puis ma blonde aussi. Puis on avait matériel de camping normal, qui n'est pas très adapté au vélo. Puis les filles, il y en a une, elle était dans le siège bébé, elle avait 3 ans, mais un petit siège qu'on a derrière. Puis l'autre, c'était un demi-vélo. Puis on a pris des ficelles, on a bricolé ça, on est parti. On a pris la navette fluviale. Et puis voilà, ça a été la première expérience. On a regardé ça, ok, c'est sympa, tout ça. Puis après, on a aimé ça, les filles ont aimé ça. Hmm. On aimait le camping. Donc après, on en a fait une autre un peu plus complexe, où là, on a commencé à s'équiper un peu, où on a fait le petit train du Nord, un petit peu, puis etc. Puis comme ça, chaque année, on s'en mettait un peu plus. OK. Et la dernière année qu'on a fait, c'est il y a 2 ans, parce que l'année dernière, évidemment, on n'a pas pu bouger, mais on est parti 3 semaines au Yukon. Donc c'était intéressant, le Yukon, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est magnifique, on rêvait d'y aller, mais déjà, il fallait gérer la logistique d'envoyer les vélos là-bas en avion avec nous, donc ça, on n'avait jamais fait. Puis après, le Yukon, c'est un gros, je dirais, je crois que c'est 35 000 personnes sur un territoire, je pense, aussi grand que le Québec, et dont la moitié à Whitehorse, qui est la capitale, et le reste est réparti dans des petits villages de 200 habitants, puis à 75 km les uns des autres, puis il n'y a rien au milieu. Hmm. Donc, puis il y a des ours, voilà. Ça aussi. Donc, évidemment, on n'a pas fait ça tout de suite. On n'a pas dit, oh, on veut faire du cyclotourisme, on va aller au Yukon, au milieu des ours, ou à 75 km de distance entre les étapes. Et puis, on n'a pas fait 75 km à chaque fois, parce qu'on était avec les enfants, mais du coup, il fallait une semi-autonomie quand même de quelques jours. C'est ça qu'il faut. Donc, on a fait ça plutôt par étapes. Donc, comme je dis, la première étape, c'était vraiment Boucherville, donc vraiment pas loin, pour aller jusqu'au Yukon. Et à chaque fois, c'était juste une petite marche. Puis à chaque fois, après, on réfléchissait sur cette marche-là et puis on avançait. Puis entre les projets, donc parce que c'était un par an, on faisait des petites excursions par-ci par-là, mais ce qui était important, c'était de nourrir le rêve. Parce que, comme je dis, on peut retomber dans le quotidien très rapidement, le stress du boulot, les enfants, l'éducation, nanana. Donc déjà, on s'était obligé à... Là, il faut être discipliné aussi, mais le rêve permet de nourrir la motivation et donc la discipline. C'est important, ça. Oui, Il y oui. a une roue qui tourne là-dedans. Mhm. Et c'est que tous les dimanches, on passait minimum 1 heure, mais pas beaucoup plus non plus, sur le projet. On réfléchissait, on allait chercher des trucs, tout ça. Ça, c'était obligatoire toutes Tous les semaines. ensemble, avec les filles? Avec les filles, c'était plus organique, mais ma blonde et moi, le dimanche matin, c'était le bon moment. Généralement, le samedi, on avait tout fait ce qu'il fallait, tout ça, donc dimanche, c'était plus calme. C'était hop, 1 heure là-dessus, puis on allait faire des recherches, on lisait des trucs, on commandait du matériel, n'importe quoi. Et donc ça, il y avait ça. Puis après, pour nourrir aussi au quotidien, on a réfléchi comment on pouvait
à ce que malgré le quotidien, on, on, disons que le projet restait à notre esprit. Ouais. Donc, on a fait plusieurs petites choses, mais c'était très important. Chaque petite chose, la somme, en fait, est très importante. Par exemple, on avait fait un panneau en bois au-dessus de notre lit où c'était marqué été 2021. Donc, ça, c'était il y a 4 ans, en effet, pour que tous les matins, quand on se réveille, on avait ça dans la face. OK, yeah, j'aime Là, on ça. mettait OK. des post-it là-dessus d'idées qu'on avait. Alors, c'est sûr qu'on est très numérique, fait que la plupart de nos dossiers sont sur l'ordinateur, mais on en mettait quelques-uns là-dessus. Comme ça, on voyait ça, puis c'était plus pour avoir ça tout le temps, puis que le cerveau, il se rappelle qu'il y a ça. Puis à côté aussi, on avait la carte du monde, évidemment. Et parce qu'on n'est pas super bon en géographie, il fallait apprendre. Et puis ça stimulait aussi les enfants qui, à chaque fois qu'il y avait une question sur un pays, on allait voir la carte et on leur montrait. Donc il y avait ça. On a fait un autre truc sympa aussi, c'était, moi j'étais un peu frustré parce que nos vélos, ils étaient dans le cabanon qui est au fond de la cour. Puis on a un chien, puis il fait ses besoins, fait qu'à chaque fois qu'il fallait chercher son... C'était un parcours du combattant d'aller, parce qu'il fallait faire attention de nettoyer tout ça. Puis après, évidemment, le cabanon, tout le monde c'est pareil, on a beau le ranger, il est toujours en désordre, fait que il y avait toujours plein de trucs pour aller voir les vélos. Ce qui fait que d'avoir l'idée d'une petite ride de vélo, il y avait un blocage psychologique du fait qu'il fallait là-bas. Fait que ce qu'on a fait en une fin de semaine, on a fait un cabanon dédié au vélo, proche de l'entrée de la cour, vraiment sur le driveway, à côté de driveway. Et puis, on a mis les vélos, juste les vélos, facilement d'accès, avec tout le matériel autour. Donc, on n'a pas à chercher où on a mis le sac, truc. Non, tout est là. Et que comme ça, si on a envie d'y aller, pour même une fin de semaine ou même une journée, il est là. Et du coup, il rentrait beaucoup plus dans le quotidien, le vélo. Parce que comme je disais au départ, on n'est pas des fanats de vélo au départ, donc il fallait. Donc les filles, si elles avaient envie d'aller en vélo à l'école, voilà, on les sortait, paf, puis elles y allaient. Moi, je faisais des fois l'épicerie à vélo. Je prenais les gros sacs et puis j'y allais. Puis je me dis, c'est bien s'entraîner parce que c'est pas mal ça qu'on va faire pendant 2 ans. Donc, et du coup, ça nourrit l'esprit et ça l'ancre en fait dans son quotidien. C'est ça que je cherchais depuis un certain temps, c'est d'ancrer le projet dans le quotidien, même s'il n'a pas la prépondérance, parce qu'on a des choses plus concrètes, plus directes, plus court terme. Parce que c'est toujours la compétition entre le court terme et le long terme. Toujours, ouais. Ce que j'aime, vraiment, je me permets de faire le lien, puis tu sais, moi, je suis très théorique, tu me connais là-dessus, là, mais c'est vraiment ça, parce que ce que tu dis, c'est les actions amènent la réflexion et la réflexion t'amène à l'action. Donc, c'est comme, tu sais, il y a les deux qui se nourrissent et je trouve que les gens attendent toujours d'avoir fini la réflexion pour passer à l'action. Je mettrais un bémol là-dessus, c'est que l'action aussi nourrit la réflexion. Et j'aime ça quand tu dis des petits pas, des petites choses. On a été aux îles de Boucherville, on a réfléchi, on s'est mis plus loin ou autre. Ce que j'aime aussi, puis qu'on le sait, c'est la rigueur, tu sais, d'avoir à la fois, tu sais, quelque chose qui est l'espoir. Pour moi, là, tu sais, c'est des objectifs ou des missions ou quelque chose qui donne espoir, qui est un petit peu loin, mais qui donne espoir, puis que tous les jours, au quotidien, donc cette rigueur-là m'amène aussi, puis cet espoir, c'est comme si il y a quelque chose que j'ai envie d'y aller, tu vois. J'aime vraiment ça. Ça rejoint complètement ces aspects-là, finalement. Oui, ce qui est important, c'est vraiment plus de faire des petites choses souvent que faire des choses énormes de temps en temps. Et puis, encore une fois, parce que je suis dans les neurosciences, le cerveau, il se développe comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on se programme, on s'est carrément programmé à réussir notre projet, malgré les défis, malgré la Covid. La Covid, c'était intéressant, surtout après coup. Sur le moment, moi. Mais... En tout cas, il y a eu des moments, grâce à Covid, vous avez pu... Ouais, mais parce qu'il y a un an, au début de la Covid, un peu plus d'un an, on parlait de le temps de trouver un vaccin, tout ça, c'est 2-3 ans. Alors, 2-3 ans, nous, c'était fini, là, parce que ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait 2021, mais on n'avait que 2 ans, parce qu'après, rentrer au secondaire, nos filles. Donc, on avait cette fenêtre-là, puis s'il fallait attendre qu'ils aient fini le secondaire, on serait trop vieux. On serait trop dans notre pantoufle, je ne sais pas, mais peut-être qu'on l'aurait fait pareil. Mais par contre, on s'est dit, là,
on va pas se bloquer là-dessus. Ça nous appartient pas, ça, la Covid. Ce qui nous appartient, c'est qu'est-ce qu'on fait de la situation. Donc la première chose, c'est qu'on ne sait pas encore dans un an quelle va être la situation. Peut-être elle va être pire, mais peut-être elle va être mieux. Donc, mais le problème, c'est que si on s'arrête maintenant puis qu'on attend, bah, si dans un an, la situation est mieux, on ne sera pas prêt. Donc, on va rater le rendez-vous fait qu'on a dit, bah, on continue comme si. Donc, après, c'est l'exercice du comme si. C'est on fait comme si tout va bien aller dans un an. C'est ça qu'on a fait. Et puis, heureusement, parce que c'est possible. Là, on a le vaccin, on parle, ça va s'ouvrir cet automne. De toute façon, on est un peu décalé, mais on y va pour 2 ans. Mais tant pis, hein, on va découvrir le Québec. Peut-être l'Ontario va s'ouvrir plus tôt, on ne sait pas. Donc, mais on s'en fiche, c'est pas grave. On est parti. Là, on va être lancé mardi. De toute façon, on n'a plus le choix. Ce qu'on disait en rigolant, c'est à un moment donné, on a pris l'accord pour louer la maison parce qu'on voulait la vendre, honnêtement, mais le marché est tellement erratique qu'on a dit on va laisser ça comme ça, on la loue. Mais à un moment donné où c'est fait, c'est signé, ça fait plusieurs mois parce que la personne devait lâcher son bail. Bah, nous, de toute façon, c'est clair que le 1er juin, on est parti. On ne sait pas où. Mais vous êtes parti. On était parti. Donc après, bah, c'est juste que c'est même plus une question. Alors on peut avoir, oui, mais où est-ce qu'on va? Et puis l'anxiété. Bah, en fait, non. C'est-à-dire qu'on dit, au moins, il y a quelque chose de simple qui est réglé dans notre esprit, on est parti. Parce qu'on n'a plus de maison. Et après, bah, c'est de voir ce qu'on fait. Donc, puis c'est fascinant comme les idées viennent toutes seules dans ces cas-là. Ben, penses-tu oui, les idées viennent toutes seules, mais ce que j'entends, Valérie, quand même, c'est qu'il y a un entraînement à ce que tes idées viennent tout seules. Donc, tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans que vous vous entraînez à ce que les idées viennent tout seules aussi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que les questions que j'ai souvent, c'est mais tu t'es entraîné physiquement, tu dois être en super forme, et puis parce que qu'est-ce que ça doit être physique? Puis l'autre question, c'est mais c'est quoi ton parcours? Alors, ces deux choses-là, c'est non. Alors, j'ai aucun parcours, j'en sais rien. Parce que, de toute façon, je peux faire un super parcours. Maintenant, avec les ordinateurs, on peut faire ce qu'on veut, mais dans 3 jours, il est déjà mort. Il est déjà plus bon. Et puis après, bah, physiquement, déjà, ça sert à quoi? Parce que mes filles, il faut qu'elles pédalent aussi. Fait que moi, si je suis top shape et qu'elles sont derrière, non, il faut qu'on avance ensemble, puis on va développer notre physique. Puis on s'est renseigné quand même. C'est le premier mois et demi que le corps il va s'habituer tranquillement. De toute façon, le but, c'est de faire le mieux qu'on peut, puis après on s'arrête, puis on ne va pas s'écœurer dès les premiers mois, puis ce n'est pas la performance. Hein. C'est comme tu dis, c'est Par contre, comme tu dis, la préparation, elle est mentale. C'est exactement ça. Il faut se préparer mentalement déjà pour faire le projet, mais il faut se préparer mentalement à ce qu'on va vivre, qui est qu'on ne sait pas. Donc, on va vivre dans l'incertitude continuelle. Exact. Il faut se préparer à ça. Et puis après, bah, quand je dis que c'est une éducation, puis c'est le développement personnel, c'est que c'est ce que je vais chercher aussi. C'est comment faire avec la situation qu'il y a, être créatif par rapport à ça, et puis bien le vivre, et puis vivre le meilleur de la situation. Puis c'est ça aussi que je veux enseigner à mes enfants, parce que je pense que dans le futur, leur génération surtout, ils vont devoir vivre ça, parce que déjà, on voit à quel point tout évolue tellement vite. Dans le travail, c'est fou. Tout le monde est essoufflé d'ailleurs de ça. Donc, il faut prendre ce nouveau rythme là-dedans, d'évoluer, puis d'être curieux de l'inconnu, et puis d'apprendre de ça. C'est ce que je dis, c'est cette formation continue et autonome, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ce soit l'entreprise qui fasse des plans de formation, tout ça. Il faut aller soi-même. Puis, il y a plein de choses gratuites. On est dans une opulence d'informations, de formation, c'est extraordinaire. Et puis, je vais enseigner ça à mes enfants, de faire ça, et puis de vivre l'inconnu, et puis de le vivre bien. Voilà. Puis, donc, comme ça, parce que je pense que déjà, c'est ça, il y a tout qui avance, mais je pense qu'il y a un côté un peu plus sombre, c'est au niveau de l'environnement. C'est sûr que nos vies vont changer. Tout à fait. On va devoir faire le deuil de beaucoup de choses, et de s'adapter, et puis trouver d'autres choses, et qu'il ne va pas falloir attendre que le gouvernement fasse de quoi, parce qu'il va être débordé. Donc, il va falloir, nous, individus, qu'on soit créatifs, etc. Et puis, je veux que mes enfants aient ces aptitudes-là.
Ouais, je te rejoins tout à fait. Effectivement, c'est tout ce qui est vraiment de l'autodétermination, et de se prendre position aussi par rapport à ça. Comment je vais faire? J'aime beaucoup aussi ce que tu dis, ben, comment enseigner travailler avec l'incertitude. Puis la pandémie, je veux dire, on le voit, c'est complètement de l'incertitude. On ne sait pas ce que c'est dans un mois ou autre. Puis on voit les gens, comment ils vivent avec cette incertitude-là. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous allez chercher. Deuxième chose aussi que je vois aussi que je fais un lien complet avec le professionnel, c'est toute la navigation dans la complexité. Parce que tu vas amener, vous allez être dans une complexité. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va être fait demain. Tu ne sais pas s'il va y avoir un pneu crevé ou il va y avoir un orage demain. Comme tu dis, oui, tu as un parcours peut-être prévu, mais il va falloir que tu t'adaptes. En tout cas, il y a plein de choses que tu vas devoir et que vous allez devoir, pas juste toi, mais vous allez devoir prendre en compte. Et c'est cette navigation-là dans la complexité, je pense que vous allez beaucoup, en tout cas, aller chercher aussi. Oui, et puis, c'est une autre façon de... Parce qu'on commence déjà, puis dans ma profession, beaucoup, c'est une autre façon de penser, Oui, complètement différente, parce que c'est une pensée non déterministe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais parce que par rapport à la complexité, on ne peut pas tout prévoir. Il faut abdiquer tout de suite là-dessus. Okay, parce que justement, c'est ça qui bloque, c'est les gens, ils disent « Ah, mais c'est énorme, puis il y a tout ça, puis je ne sais pas par quoi commencer. » Bah, tu commences par une chose, c'est tout. Et puis tu avances, puis tu fais ton chemin petit à petit là-dedans, et tu navigues dans la complexité finalement de façon assez simple. Le plus grand obstacle à la simplicité par rapport à la complexité, c'est soi-même. C'est le fait qu'on s'en met beaucoup, on se bloque par rapport à la situation, et on s'empêche de penser. exact. Et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est de faire ça avec mes enfants. Ça leur permet d'expérimenter ça, mais à travers une expérience positive. Ouais. Il est développé par Tout à ça. fait. Moi, j'aimerais ça savoir, Valérie, qu'est-ce qui est justement l'espoir? Oui, OK, il y a le fait d'être ensemble en vélo, mais quand vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Parce que tu as dit au début, c'est pour un développement personnel, c'est pour les leadership, mais quand vous êtes ensemble en famille avec les filles et ta conjointe, ben, vous vous dites quoi? C'est quoi l'espoir? C'est qu'on va vivre un bon moment ensemble? Vous vous parlez comment? Bah, il y a un peu tout. Il y a ce côté-là, c'est tout le quotidien. Mhm. Le quotidien est assez magique à chaque fois qu'on a fait ça, parce que ce qui est assez fascinant euh, dans ces voyages-là, c'est qu'on est ensemble très collés, mais en même temps, on n'est pas les uns sur les autres. Donc il y a cette contradiction un peu, parce qu'on est tout le temps ensemble, mais il y a tellement d'espace que chacun a quand même son espace, donc on est ensemble sans être ensemble. Donc, typiquement, pour simplifier, c'est quand on arrive au campement, bah, on va tranquillement monter notre campement, puis les enfants vont aller jouer, puis ils reviennent, puis on soupe ensemble, puis on se raconte des choses, mais après ils vont faire leur truc encore, puis ils reviennent, etc. Mhm. Après, il y a le soir, on se raconte des histoires, etc. Donc, il y a ce quotidien-là, donc, qui est la base, on va dire, la toile de fond, là. Et puis après, il y a effectivement, les journées, elles sont passées à rêver. Quand on roule, ce qui est fascinant, et puis c'est nos filles qui aident beaucoup à ça, nos filles, quand on roule, elles rêvent. Elles rêvent éveillées. C'est par exemple au Yukon, on allait s'installer au Yukon, on allait avoir une ferme, et puis on allait avoir des vaches, et puis après, discuter de la race du chien. Puis moi, je voulais faire des chiens de traîneau, parce qu'au Yukon, c'est écœurant de faire ça. Fait que ah, bah, tu vas voir des huskies, non, des malamutes, des machins, puis tout ça. Fait que, puis, donc, elles construisaient leur maison, puis on construit ça avec eux, avec elles, pardon. Et puis voilà. Donc il y a le quotidien où on est ensemble, puis le rêve. Donc il y a ces deux pôles, hein, après, qui Mhm. interagissent un peu. Donc, et je trouve qu'il n'y a pas ça quand on est à la maison. À la maison, ben, elles rentrent fatiguées de l'école. Euh, Elles vont avoir cette part de rêve, mais c'est beaucoup plus limité. Dès on est sorti, c'est extraordinaire. Et puis, il y a pas. Puis aussi, je pense que de voyager comme ça, de plus avoir la maison, tout ça, il y a aussi des. Oui, il y a l'incertitude, mais il y a aussi un poids beaucoup plus qui appuie sur les épaules de gérer une maison.
Puis on ne se rend pas compte le poids que ça a sur les épaules, et puis ça nous empêche de vivre des fois, de rêver justement. C'est parce qu'il y a tout ça. Elle est là, je pense, physiquement, elle est comme sur nos épaules physiquement, et que quand on est sur la route, bah, on voit ce qu'on a. Puis il n'y a rien de plus. On a nos vélos, nos sacoches, c'est tout. Puis, du coup, l'esprit, il est déchargé de ça. En fait, c'est comme si l'esprit il se déchargeait de ça sur le vélo, puis il a la place pour d'autres choses, en fait. Et c'est ce que j'entends effectivement, c'est ça que tu dis, il y a de la place pour autre chose. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand tu parles de tes filles qui ont rêvé, qui rêvent éveillées, puis qui font, c'est comme si elles s'ouvrent un champ des possibles. Mais il y a aussi, genre, ce que j'entends, puis peut-être tu vas me le confirmer, c'est qu'elles parlent avec passion. Tu sais, je veux dire, il y a une passion qui doit certainement, tu sais, les étoiles doivent s'allumer dans leurs yeux quand elles disent, on va vivre ici, on va avoir une ferme ou autre. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi dans leur discours. Tout à fait. Et puis, comme je disais au début, c'est avec un certain lâcher-prise. C'est finalement, là, on est passé à autre chose. Mais c'est pas comme si, oh, mais la ferme, tout ça, c'est pas grave. Là, elles vont refaire un autre rêve. Et puis, là, on pense, de toute façon, on pense déjà à notre retour. Donc, où est-ce qu'on va être dans le bois? Et puis, la maison, elle va être comment? Parce que Lac-Saint-Jean, c'était pareil. On devait aussi habiter au Lac-Saint-Jean quand on a fait le tour du Lac-Saint-Jean. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas de déception que le rêve n'arrive pas, mais par contre, il nourrit d'autres choses et puis ça revient dans le rêve d'après. C'est ça. Donc, Wow. ça permet de construire ça. Et puis, nous, honnêtement, ça nous nourrit aussi. C'est-à-dire que leurs rêves nous nourrissent sur ce qu'on pourrait faire. Et puis, comme tu disais au début aussi, il y a le fait que c'est lent. Ouais. Ça donne le temps aussi à ces choses de... Ben, c'est ça, je pense qu'il y a un aspect temporel aussi, tu vois, puis c'est ça dans les organisations, comme ça change tellement vite, c'est cet aspect temporel-là qu'on n'a pas. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a un paradoxe, autant on va vite, autant on peut aller doucement Ouais, je aussi. suis pas d'accord qu'on n'a pas le temps. Ouais. C'est ça, c'est que je pense qu'on ne le prend pas, mais je pense qu'on peut aller vite et en reculant comme ça et en prenant ce temps-là, on va très vite parce que je suis sûre que maintenant, le fait leur discours, leur passion, leur rêve, je suis sûre que ça se nourrit. Là. Il y a quelque chose qui se passe et qui va à vive allure. Donc, moi, je pense que, tu sais, puis je rejoins ce que je t'avais dit tout à l'heure. Pour moi, ça rejoint vraiment l'intention. Tu sais, ton rêve, c'est vraiment l'intention. Puis ton intention est déjà comme, oh, on est déjà dans l'action et on parle avec passion, on agit, on a une rigueur. J'aime beaucoup parce que, tu sais, je veux dire, tout ton projet, là, c'est pas juste du rêve. Tu sais, le rêve, les gens pensent il y a quelque chose de féerique ou autre. J'aime l'aspect aussi, quand même, il y a une rigueur qui s'installe, là, tu sais, qui est installée Ouais. déjà. Oui, oui, c'est ça. Pour que ça devienne vraiment concret, ben, il faut l'ancrer dans le concret. Ouais, ouais, Et puis, comme tu dis, après, ben, le paradoxe, c'est que ça nourrit le rêve. Donc, le ouais. concret nourrit le rêve, etc. Et puis, c'est une roue qui tourne. Puis, quand tu reviens professionnellement, ben, dans mes expériences, puis surtout dernièrement, quand même, où, en plus, j'étais à un poste de haute direction, donc avec des pouvoirs de décision, tout ça, où c'est sûr que tout le monde dit, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais du coup, on, on tourne dans la boule et puis on fait beaucoup plus d'efforts que si on tournait un peu moins vite dans la boue, mais qu'on prenait ce temps-là pour commencer à construire. Et c'est ça qu'on a fait. Bah, à la fin, c'est super payant. Et on remplace du très court terme qui a un effet très court terme et qui est très énergivore à quelque chose de beaucoup plus concret puis au lieu d'un petit trou qui roule très vite, c'est une grande roue avec une grande inertie. Puis une fois qu'elle est lancée, là, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et pour moi, ceux qui vont gagner dans ces compétitions-là, contre notamment cette technologie-là, parce que tout le monde s'y met au tout solide, là, bah, c'est ceux qui vont être comme ça. Ouais. Et donc, il faut sortir du quotidien. Mais c'est très difficile. Puis, comme tu le dis, ça prend une certaine discipline. Et je trouve le défi dans les compagnies, c'est d'arriver à cette discipline-là. Parce qu'il n'y a pas de magie. On ne peut pas juste dire on n'a pas le temps et puis continuer à travailler de la même façon. Mais comme je dis, il faut prendre, par exemple, et puis c'est des trucs tout bêtes, hein, il y a des moments dans la semaine, des petits moments, un peu comme mon dimanche, là, 1 heure, là, Ouais. super stratégique, Oui. où si tu ne le prends pas, pour ton long terme, c'est super dommageable. Puis si tu le prends pour ton court terme, ça fait zéro différence. Exact. Cette heure-là, par exemple, c'est 1 heure. Par exemple, moi, il y a des choses super importantes. Il y a souvent le matin, quand j'arrive au travail, c'est un peu calme pendant une demi-heure, par exemple. Bah, cette demi-heure-là, je la maximise. Parce que c'est là où je vais faire ces choses-là.
Euh, et je dis à mes équipes de faire ça aussi. Puis je les pousse à faire ça. Donc, c'est un exemple pour moi en tant que leader, une demi-heure là, parce qu'après, je suis pris dans des trucs, mais ça peut être autre chose ça peut être un vendredi après-midi, j'en sais rien. Ouais, chacun voit. Souvent, les gens, ils se disciplinent pas là-dessus. L'autre chose aussi, je trouve, euh, ceux qui se plaignent le plus des réunions, c'est ceux qui en profitent le moins. Ils arrivent en retard, donc ça perturbe, puis on perd du temps. Ils écoutent pas bien, ou alors ils divergent. Puis après, ils disent qu'on n'apprenne rien. Il y a des choses comme ça, moi, je trouve simples, où donc je reviens à la discipline, où on a énormément à gagner, mais ce qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que tant qu'ils l'ont pas vécu une fois, parce que hein, le cerveau, il est comme ça, ils n'en voient pas encore le bénéfice. Ouais. Et je trouve que moi, le gros défi, et puis où je travaille beaucoup là-dessus et je cherche, c'est comment ce déclic, que les gens comprennent cette astuce-là et l'appliquer et de voir un effet. Parce que ce n'est pas un effet tout de suite. C'est un peu comme le sport. Aller s'entraîner, si on se pèse, on s'entraîne une fois très fort, on se pèse le soir, ben, on fait le même poids que le matin et puis tout ça. Si on compare d'une fois à l'autre seulement, puis qu'on ne prend pas par rapport à un référentiel de base, ça va être tout le temps comme ça. Mm. Et tout le monde comprend que aller s'entraîner, bah, au bout de 6 mois, un an, on voit de gros effets. Mais généralement, les gens mesurent par rapport à l'effet de très court terme. Donc et c'est pour ça que moi je trouve que le rêve est important. Oui. C'est ma solution à moi en tout cas, mais après comment l'enseigner, c'est ça qui est difficile. Ça me permet moi de me recaler sur ma discipline. C'est par rapport à mon rêve, parce que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Puis une fois qu'on l'a fait une fois, après c'est un moteur naturel. Et c'est pour ça que je reviens avec ça, ton rêve. Puis oui, le mot rêve, ça passe. Mais moi, pourquoi j'ai choisi ce mot-là aussi? Pour moi, c'est référence à l'intention. Tu sais, Oui, l'intention, c'est là. attention. Et toi, l'intentionnel, tu le nourris à tous les jours. Tu sais. Oui, tu as des moments où tu vas être découragé. Oui, tes filles vont être par rapport à ton projet professionnel ou familial que tu as là. Mais je pense, et c'est ce rêve-là, c'est cette intention-là, c'est ce plus loin-là qui t'amène à dire, ah oui, go! Là, je suis capable de passer par des moments plus difficiles, pas évidents ou autres, parce que, un, j'ai une rigueur, puis deux, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de mon intention plus loin, qui fait que je vais y arriver ou que j'ai Puis envie ça te d'y permet arriver. d'être adaptatif aussi à la situation. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Oui. Parce que là, c'est facile. Souvent, je leur dis, c'est un projet comme ça où la vie, c'est pas de conduire une voiture sur une route, c'est plutôt comme un bateau à voile. Mhm. Ce qui est pas, c'est pas important où est-ce qu'il passe dans l'océan, c'est où est-ce qu'il s'en va. Donc, on a comme un tracé. Je ne suis pas un voilier, hein, je ne suis pas un marin du tout. Euh, on a un tracé global, mais après, bah, le vent, il n'est pas tout à fait comme on pensait. Il y a des tempêtes. Puis je trouve que c'est une belle analogie parce que tous les moments, ils sont comme ça. Donc, on va être décalé. On ne va pas continuer à tourner à droite, tout ça à gauche comme avant. Non, on va se recaler. Puis ça va être naturel parce que ce qui est important, c'est où on va. On regarde les vents, on se recale. Puis c'est aussi gérer les tempêtes, c'est pareil. C'est qu'à un moment Mhm. donné, OK, s'il y a une grosse tempête, il y a l'objectif, mais on va d'abord gérer la tempête, mais avec Mhm. l'objectif en tête en disant, ben, c'est pas le temps de casser sa voile, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt, on affale la voile, on gère la tempête. OK, on va être en retard, mais c'est pas grave. Au moins, on va protéger notre voile pour avancer après. Donc on gère le court terme, on gère la crise, mais on ne se tire pas dans le pied pour le futur non plus. Et la façon de le faire, c'est ça, c'est comme un voilier. Tout à fait. Et c'est vraiment ça. Maintenant, si tu avais deux, trois idées ou actions de dire aux gens, là, ça, c'est fondamental pour moi, pour que on puisse faire en tout cas, rêver notre demain, puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir rêver mon demain? C'est quoi les actions que tu pourrais Il y a une recommander aux première gens à faire action. ou autre? Ouais. Alors, la première action, elle est assez difficile, mais elle est super Mhm. passionnante. C'est se poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Ah, Et elle est beaucoup plus complexe qu'on pense. OK. Donc, et puis, dans la façon de le faire, moi, c'est qu'est-ce que je suis capable de lâcher
Mhm. Il y a forcément, hein, il faut lâcher des choses pour faire autre chose. On comprend bien que partir de 2 ans à vélo, ça comporte des, moi je mets entre guillemets, sacrifices, parce que ce pas des vrais sacrifices, mais Mhm. j'ai pas un char de l'année, j'ai pas tout ça, parce que forcément. Donc il faut lâcher prise sur certaines choses. Mhm. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas, et puis vraiment d'aller, puis prendre son temps pour ça, c'est cette première question, pour vraiment savoir ce qu'on est capable de lâcher. Puis généralement, on découvre des choses assez étranges, assez inattendues là-dessus, notamment même par rapport à ses émotions. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis pas dans le domaine, hein, je suis ingénieur, hein, mais je trouve souvent que, par exemple, les gens anxieux, puis j'en faisais partie, puis je me mets au passé, parce que beaucoup moins, parce que j'ai travaillé ça. Euh, et les gens ont souvent peur de lâcher leur anxiété. Les gens, souvent, ils ont un certain confort dans l'anxiété. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est important que ces gens-là le réalisent. C'est correct, c'est normal, c'est naturel, etc. Mais il faut en être conscient parce que ça va être un des premiers obstacles à avancer. Comme Donc j'ai déjà, pas le temps. Comme voilà, comme la phrase, j'ai pas le temps. c'est pas le temps, c'est ça. Mais des fois, elle est facile. Puis Mhm. par Ouais, rapport à ça, l'anxiété ouais, aussi, si on ouais. revient, ah, ça y est, j'ai mon excuse, c'est un peu les excuses. OK. Donc, il faut les accueillir, tout ça, mais faut les identifier. Puis après, passer à travers, et puis vraiment, qu'est-ce que je suis capable de lâcher, qu'est-ce que je ne suis pas. Après, puis la deuxième chose, c'est vraiment qu'est-ce qui est important. Donc, c'est quoi, tu parlais d'intention, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de façon très large, très vague, Mhm. et puis pas de répondre tout de suite à la question. C'est se la répéter souvent, la question. Puis quand on voit quelque chose, dire, ah, ça j'aime bien, ça, j'aime pas, tout ça. Et, et de façon très large dans sa vie, en fait, parce que ça peut s'exprimer dans son couple, dans sa famille, dans sa profession, dans ses hobbies, dans ses amis. C'est, mais savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Ça, c'est important. Puis après, bah, moi, comme je dis, après, il y a du super concret dans le quotidien. Ouais. C'est de s'organiser, identifier des moments privilégiés et puis, comme je dis, des petites étapes régulières, petites, régulières. Et puis après, bah, pour lutter contre la partie de notre cerveau, de notre petit chien là, de garde, Mhm. Mhm. je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Ah, OK. Je ne sais Ouais. pas si on entend parler de ça, là, je sais pas. Bien sûr. Mais oui, mais oui. Donc la cohérence cardiaque, en fait, c'est super simple. C'est super complexe ce qui se passe dans notre corps, mais la cohérence cardiaque en elle, c'est très simple. C'est la respiration très lente, abdominale. Donc, en fait, vraiment le ventre, en fait, c'est sternum, mais faut pousser le ventre plutôt que la cage thoracique. Et de 6 fois par minute, en fait, donc 6 respirations par minute. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça déclenche au niveau du système nerveux autonome, tout un mécanisme qui fait que ça parle au cerveau, ça calme le chien. C'est un peu comme le sifflet ultrason, hein, où Mhm. ça rappelle le chien qui vient s'asseoir. Mhm. Donc, peut-être que les gens devraient googler ça. Et je trouve qu'en plus, ça a une extension assez fascinante. C'est comme ça que je suis allé là-dedans. C'est que ça ressemble beaucoup aux premiers exercices de méditation en pleine conscience. Mhm. Parce que ce qu'on demande de faire, c'est de s'asseoir confortablement, puis de respirer, puis être conscient de sa respiration. Puis ce qu'ils ne disent pas, c'est que finalement, ils vous demandent de faire la cohérence cardiaque. Mais Mhm. après, il y a une dimension supérieure là-dedans, c'est que, parce que là, justement, on parle des pensées et on apprend à lâcher prise sur les pensées. Ouais. Donc ça, c'est super important par rapport à ces anxiétés-là, puis ces obstacles. Puis quand je disais qu'il faut les écouter, mais pas en tenir compte, c'est à peu près ça. C'est on les laisse passer, on sait qu'elles sont là, on en est conscient, ok, on a peur de ça, c'est correct, mais on les laisse partir. Donc en fait, ces exercices-là, c'est un peu comme on dit aller au fitness pour, Ouais, ouais. et puis, c'est bien aussi parce que de faire ça aussi pour l'anxiété, mais j'ai des petits exercices comme ça, tout simple. Puis c'est vraiment, parce qu'il y en a qui font méditation 45 minutes, mais c'est même pas ça, hein. Déjà, 5 minutes par jour au début, mais le faire tous les jours, encore une fois, c'est petit, mais souvent, Ouais. c'est super. Et puis après, si on arrive à faire 10, 2 fois 10, je ne sais plus c'était quoi le nombre magique.
C'est 365. C'est Ah trois oui, c'est fois ça. par jour. C'est trois fois par jour. Tu respires C'est pendant 5 minutes. Puis dans ces cinq ça. minutes-là, tu fais 6 respirations. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est le mot Voilà. magique. C'est 365 tu 335. retiens. C'est ça. Donc, tout à fait. Puis je suis vraiment très contente que tu en parles parce qu'effectivement, ça calme. C'est parce que si tu calmes ton cœur, tu calmes ton cerveau. Donc, tu sais, je veux dire, il y a un lien. Et encore une fois, tu parlais du lien corporel. Donc, effectivement, il y a un lien. Puis en même temps, ce que tu dis, le fait de permettre de laisser passer ces idées-là ou ces anxiétés, tu en prends conscience. Donc, tu es là. C'est juste que ben, tu décides de les laisser passer, tu sais. Et ça travaille aussi. Moi, je pense que c'est un lien aussi avec toute ta force mentale parce que d'avoir une rigueur de travailler là-dessus, tu refocuses sur ton objectif, donc ton intention, tu reviens parce que l'idée du cerveau, c'est justement de te déconcentrer. Et là, toi, tu reviens. Et c'est l'image de revenir c'est l'exercice de revenir sur ton focus qui aide beaucoup. Tout à fait. Ah oui, oui, c'est super important. Justement, tu parlais du mental, oui. Et de faire cet exercice-là, c'est pas juste de se calmer au moment où on le fait, Non. mais à un moment donné, à force de le faire régulièrement, c'est comme s'entraîner physiquement. Ça devient quelque chose qu'on peut activer à la demande. Oui. Et sans faire 3-5 minutes de respiration. En fait, on arrive à faire, moi personnellement, mais je pense que c'est souvent tout le monde ça, c'est qu'il y a un ancrage, c'est que je prends 3 respirations et ça revient. Donc, quand je suis dans une situation de stress ou frustrant, dans une conversation, d'un meeting, ça ne va pas, et puis que là, je commence à ruminer à tout ça, puis c'est pas du tout constructif. Puis revenir sur le truc, je fais ça. Et puis ça revient, et puis du coup, on arrive, et puis on calme les autres aussi. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on devient l'ancrage, la personne calme, et puis qui est objective, et puis qui n'est pas dans le jugement. Et du coup, les gens, ils se remettent là-dedans aussi. Donc on a cet effet de boule de neige après. Écoute, Valérie, c'est fascinant. En tout cas, est-ce que on va mettre les liens? Est-ce qu'on va pouvoir vous suivre dans votre aventure familiale? Absolument, absolument. Donc on a un blog. Oui. On mettra l'adresse. Ouais, je mettrai l'adresse de toute façon, ouais. Puis on a eu la chance aussi d'être dans Vélomag de ce mois-ci, pour Oui. ceux qui l'ont. Voilà. Ouais. Donc, c'est un article sur 3 familles. Donc, nous, je nous appelle les bébés là-dedans parce que les 2 autres familles, eux, ils voyagent depuis un moment. Nous, on va partir bientôt. OK. Ça a été écrit par Jonathan Berroy, pour ceux qui connaissent ce monde du cyclotourisme. Il a fait le tour du monde à vélo. C'est un franco-ontarien qui est super. Puis il travaille beaucoup pour Vélo Québec en ce moment. Écoute, super. Donc voilà, donc il y a ces 2 trucs-là. Puis après, il y a une page Facebook, si vous voulez, à travers le blog, pour des choses plus instantanées. Parce que le blog, ça ne se met pas à jour si facilement. On a même fait la chaîne YouTube avec les vidéos dessus. Ouais, on OK, s'est on va lâché. mettre tous les liens. Ah ben oui, ben parce que moi, je suis fascinée, puis moi, je vais être fascinée par votre projet parce que je trouve, merci de l'avoir partagé, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire justement, tu sais, je veux dire, on revient avec l'intention, comment rêver, tout ce que tu as donné, tu sais, les petits pas, passer à l'action, les réflexions, tu sais, les petites choses que tu as dit, c'est ton petit tableau en bois, moi, je sais, de se nourrir à tous les jours, d'aller vers là, ça veut dire que je m'en vais, je nourris cet espoir parce que je veux aller là, puis c'est quelque chose que je veux faire. Et en même temps, tous les jours, je fais quelque chose pour pouvoir y arriver à ce rêve-là. Ça, moi, je trouve ça excellent. J'aime l'idée que tu as partagé cette rigueur parce que c'est pas vrai que c'est arrivé comme ça, puis que ça vous est tombé un matin, puis que, ding, ding, on a décidé de partir. J'aime l'idée que, non, on a travaillé, il y a une rigueur, il y a quelque chose de récurrent qui est là. J'aime aussi l'idée que on ne s'est pas entraîné spécifiquement physiquement pour ça. Ça, j'aime ça. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes plus entraîné mentalement à travailler ça. Pour moi, j'embarque très bien là-dedans. Puis j'aime tes petites actions que tu mentionnais aussi. Et c'est sûr que je vais privilégier beaucoup la cohérence cardiaque que tu mentionnais parce que c'est quelque chose que j'entends qui solidifie aussi, qui permet d'être solide dans justement faire face à toute cette incertitude-là et ces tempêtes que tu as traversées ou que tu vas traverser aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est un exercice très simple, puis très agréable. Au début, c'est un peu
perturbant parce que contrôler sa respiration, c'est pas évident. Ouais. Mais il faut pas se décourager. Encore une fois, petit pas, on essaie. Il y a personne qui va noter tout ça. On essaye. Là, le jour d'après, on fait 5 minutes, on va être mieux, puis etc. etc. Et d'ailleurs, dans le blog, j'explique tout ça. J'explique toute notre démarche. Il y a un article sur les petits pas qui s'appelle Les petits pas, qui explique les 5 ans, comme on a fait, tout ça. Donc, vous allez retrouver des parties que j'ai dit là. Et puis même après, je parle de neurosciences. Donc, la neuroscience, puis comment elle est adaptée à ce qu'on a fait. Et après, je fais une boucle en fait pour réexpliquer les petits pas par rapport à ce que la neuroscience dit sur le cerveau. Parce que je suis vraiment un fou de ça. Je fatigue tout le monde au boulot là-dessus. Mais non, ils trouvent ça bien sympathique. Mais bon. Je suis sûre que tu bosses bien. Voilà. Écoute, j'ai hâte. Moi, c'est sûr que je vais te suivre, Valérie, ça c'est certain. Je trouve ça vraiment que tu aies pris du temps pour me partager ça et puis pour nous partager ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je trouve que ton rêve est vraiment très à point. Ah, bon, merci. Alors, je vais vous souhaiter de continuer à rêver, de rêver tout le temps sur votre voyage, de rêver pendant votre voyage et peut-être d'en inspirer et de nous faire rêver aussi. Ça va être très intéressant. Donc, on va te suivre, on va vous suivre, Valérie. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.